Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une question centrale, la situation en Ukraine. Plus précisément, on va essayer de comprendre pourquoi, pour les dirigeants russes, un retour en arrière semble, tout simplement impossible. C'est une véritable impasse. Ce qui est complexe, c'est l'ensemble des pressions qui s'exercent sur le Kremlin. On parle de pressions idéologiques, militaires, économiques, bref, un étau qui resserre considérablement leurs options. La vraie question, c'est qu'est-ce qui les pousse à continuer malgré tout? Pour vraiment saisir la situation actuelle, il faut revenir au point de départ, au début de ce que le Kremlin a appelé son opération militaire spéciale. Quel était le plan au juste? Et surtout, comment a-t-il pu dérailler aussi vite? Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, les objectifs affichés, dénazification, renversement du gouvernement, une victoire rapide. Et de l'autre, la réalité du terrain. Une résistance ukrainienne acharnée, des civils qui montent des barricades et un soutien occidental massif et quasi immédiat. Le plan initial a volé en éclats, tout simplement. Alors, quand le plan militaire initial échoue, que se passe-t-il? Eh bien, le discours doit changer. Il faut une nouvelle justification. Et c'est là que la guerre va prendre une toute autre dimension, une dimension idéologique, bien plus profonde. Cette phrase de Vladimir Poutine, prononcée juste avant l'invasion, est absolument clé. Elle nous dit que, dans la vision du Kremlin, l'Ukraine n'est pas vraiment un pays souverain. C'est une création russe, un morceau de son propre territoire historique qui aurait été arraché. On touche là au cœur de l'idéologie qui sous-tend le conflit. Et cette idée est ancrée dans un concept bien plus ancien, celui du rassembleur des terres russes. C'est une sorte de mission historique. Du coup, l'action militaire n'est plus présentée comme une invasion, mais comme une réunification. Ça change complètement la donne d'un point de vue nationaliste. Donc on assiste à un glissement. Le narratif officiel évolue, ce n'est plus une opération pour libérer l'Ukraine, c'est une lutte existentielle contre l'OTAN, contre l'agression de l'Occident. La guerre devient une question de survie pour la Russie elle-même, les enjeux sont portés à un tout autre niveau. Et quand les enjeux deviennent existentiels, les moyens engagés le deviennent aussi. On ne parle plus seulement d'idéologie, on parle de coûts, des coûts humains et économiques absolument colossaux, des coûts irrécupérables, comme disent les économistes, qui rendent tout retour en arrière extrêmement difficile. Regardez ce chiffre, 700 000, c'est le nombre de soldats russes mobilisés en Ukraine en juin 2024. C'est énorme. Chaque soldat représente un investissement humain, familial, social, politiquement. Comment justifier un retrait après un tel sacrifice, si ce n'est pas pour une victoire? Et sur le plan économique, le choc est tout aussi brutal. D'un côté, le budget de la défense ukrainien explose, multiplié par 7 grâce à l'aide occidentale. De l'autre, l'économie russe encaisse le coup, les prévisions anticipaient une chute de plus de 11% du PIB. À Moscou seulement, on parlait de 200 000 emplois menacés. C'est un coût gigantesque. Et pour s'assurer que tout le monde suit, la pression interne est maximale. Une nouvelle loi est passée, 10 ans de prison pour tout citoyen qui refuse la mobilisation ou qui se rend. C'est une manière de verrouiller le système, de s'assurer qu'il n'y ait pas de fissures dans l'effort de guerre. D'accord, on a vu les pressions internes. Maintenant, regardons ce qui se passe à l'extérieur. Parce que la réponse internationale, elle a été rapide et elle a créé ce qu'on peut vraiment appeler un étau géopolitique. Et cet isolement, il s'est manifesté de manière spectaculaire dès le début. Mars 2022, à l'Assemblée générale de l'ONU, 141 pays condamnent l'invasion, seulement 5 contre. Le message de la communauté internationale était « on ne peut plus clair ». Mais ça ne s'est pas arrêté à la diplomatie. Un véritable mur de sanctions économiques a été érigé à une vitesse record. On parle d'exclusion du système SWIFT, du gel des avoirs de la Banque centrale, de l'arrêt de Nord Stream 2. L'objectif était simple, couper les vivres, paralyser la machine de guerre russe. En parallèle, il y a la stratégie militaire des alliés de l'Ukraine. Une stratégie très calculée. Fournir massivement des armes défensives sans pour autant entrer en conflit direct avec la Russie. Le résultat? Rendre toute victoire militaire russe extrêmement coûteuse, voire impossible, et installer le conflit dans la durée. On crée une impasse sur le terrain. Alors, mettons tout ça bout à bout. On a un plan initial qui a échoué. Une guerre redéfinie comme une lutte pour la survie de la nation. Des coûts humains et économiques astronomiques déjà payés. Et une pression internationale maximale. Le tableau qui se dessine est celui d'un piège politique. C'est ce qu'on appelle le piège de l'engagement. Chaque étape a rendu la suivante presque inévitable, tout en fermant les portes de sortie. L'échec du plan A mène à l'escalade idéologique. L'escalade justifie les coûts immenses, et ces coûts rendent un retrait sans victoire politiquement inacceptable. Pour le pouvoir en place, continuer la lutte peut sembler moins dangereux que d'admettre une défaite.
Et il ne faut pas oublier l'autre côté de l'équation. La position ukrainienne s'est elle aussi considérablement durcie. Cette déclaration de Volodymyr Zelensky est très claire. Pas de négociation tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir. La porte de la diplomatie semble, pour l'instant, fermement close. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse. Quand les coups d'un retrait sont perçus comme un échec politique encore plus grand que les coups de la poursuite du combat, quelle est l'issue? Quel chemin reste-t-il? C'est tout l'enjeu de cette impasse. Une impasse dont dépend non seulement l'avenir de la région, mais peut-être aussi une partie de l'équilibre mondial.